Plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Lula Plus. Nous recevons un homme politique, mesdames et messieurs, de haut niveau, connu pour sa grande expérience, vous le savez donc, son patriotisme, sa vision et son esprit politicien, encore, mesdames et messieurs, de premier rang de sa génération. Il s'agit bien sûr de Lansana Faya Milimono, il est le président du bloc libéral, mesdames et messieurs, qui va tout de suite retracer son parcours, sa vision, sa vie politique et sa vision donc pour le développement de cette nation, la République de Guinée. Et voilà donc, vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous permet, mesdames et messieurs, de faire la lumière sur le fonctionnement de toutes les entités politiques, socio-économiques de notre pays. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Voilà donc, merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Voilà. Donc, nous allons directement commencer. Vous allez nous parler de votre enfance. Où vous êtes né? Où avez-vous commencé votre école élémentaire? Je suis né à Kolifa Wende. Kolifa, c'est un village du district de Denguédou dans Wende Kenema. Wende Kenema, c'est l'une des 11 sous-préfectures maintenant de Guékédou et donc dans la préfecture de Guékédou. Sur ma date de naissance, je vous donnerai des détails parce que le jour de ma scolarisation, le maître qui est allé inscrire les élèves a cru devoir majorer mon âge pour pouvoir m'inscrire. Alors donc, je vais commencer mon éducation donc scolaire à Denguédou, c'est-à-dire le chef-lieu du district. Et donc, quand le maître est venu dans mon village pour inscrire les élèves, je n'avais pas l'âge d'aller à l'école. Ce n'était pas moi, en fait, qui devais aller à l'école. C'est mon grand frère qui avait l'âge d'aller à l'école. Il se trouvait que mon papa ne pouvait pas se faire le luxe d'envoyer mon frère à l'école. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, entre mon papa et ma maman, l'âge était tellement différent, leurs âges étaient tellement différents, que lorsque nous naissions, notre papa était comme notre grand-père. Parce que ma maman était plus jeune que ma demi-sœur, la première fille de mon papa. D'accord. Alors, au moment donc où nous naissions, mon papa était déjà vieux. Et donc, il avait besoin de quelqu'un. Surtout qu'il n'avait pas d'autres enfants. Sa première fille, c'était une fille. Et donc, le premier garçon donc qu'il a, c'est mon grand frère. Et lui, il avait l'âge d'aller à l'école. Et mon père ne pouvait pas le laisser aller à l'école parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire les travaux champêtres, etc., etc. Alors, c'est le village qui va dire au maître que mon papa avait un élève, un enfant en âge d'aller à l'école. Mon papa a dit non, je n'avais pas d'enfant en âge d'aller à l'école, ce qui n'était pas vrai. Alors, les gens ont insisté. C'est alors que mon papa va se déplacer, il va me chercher. Alors, à mon arrivée devant le maître, tout le monde a ri parce qu'on ne parlait pas de moi, on parlait de mon grand frère. Alors, on va me demander de compter jusqu'à 10. Je l'ai fait. On va me demander de nommer quelques objets sur la table, ce que j'ai fait. Le maître a dit, d'accord, je le prends, comme ça. Mais à l'époque, pour inscrire un enfant en âge d'aller à l'école, il fallait au moins que l'enfant ait 6 ans. Et moi, je n'en avais pas. Comment justifier que je sois inscrit? Donc, on a majoré mon âge pour que je puisse commencer à aller. La première année, d'ailleurs, je ne l'ai pas bien faite parce que j'allais à l'école pour jouer. Ouais. Alors, le passage en deuxième année, je n'étais pas admis. Et donc, c'est pendant les vacances que le maître m'a récupéré pour me faire rattraper le retard accusé. Parce que l'école ne pouvait pas recruter tous les ans. Alors, me dire de redoubler aurait été d'attendre encore une autre année.
pour avoir un nouveau groupe, rejoindre l'école avec lequel j'allais commencer. C'est comme ça donc que j'ai pu rater pour la 7e année. Et en 7e année, c'était à Wende Kenema. Alors, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la production scolaire. Alors, tous les enfants devaient revenir pendant les vacances pour les surveillances. Chacun devait revenir pour une semaine. Alors, l'année là, moi je retourne au village, je trouve mon grand frère malade, ma maman malade. Cela justifie le fait que je ne revienne pas pour la semaine, n'est-ce pas, que je devais revenir pour faire les surveillances. Alors, malgré qu'il y ait eu des témoignages à mon retour à l'école, le maître a dit que je devais reprendre la classe parce que tous qui n'avaient pas fait la surveillance devaient redoubler leur classe. C'est ce qui m'a fait quitter Wende. Je suis allé au village d'abord dire à mon père, et puis mon père est venu avec un gros coq de ma maman pour demander au maître d'accepter puisque ce n'était pas de ma faute. Alors, on est venu avec le coq, on l'a présenté, mais le maître a été tellement convaincant qu'il avait presque fait admettre à mon père que je redouble la classe. Ce que je n'ai pas accepté. Alors je me suis levé à la surprise du maître et de mon papa. J'ai pris le coq de la maman, je l'ai retourné au village et j'ai pris la route de Nongwa. Ah ouais. Là-bas, je viens, c'était le jour du marché. Je vais directement au collège. Je trouve un enseignant, il s'appelait Jean-Paul Tungino. Il enseignait le cours de physique. Je m'arrête à la fenêtre parce que je n'étais pas un élève de l'école. Alors il me voit à la fenêtre, pendant près de 30 minutes, je suis à la fenêtre. Il me dit, jeune homme, viens. Alors je rentre. Il me demande, tu fais quoi ici? Je dis, je suis élève. Il dit, mais tu n'es pas élève ici. Je dis, ça c'est exact. Je suis élève à Wende. Mais j'ai quitté Wende parce qu'on veut me redoubler, juste parce que je n'ai pas fait les surveillances. Il a dit, ah oui, tu peux me prouver que tu étais admis pour la 8e et qu'on a voulu te redoubler parce que tu n'as pas fait la surveillance? J'ai dit oui, je sors mes cahiers dans lesquels il y avait déjà des leçons de la 8e année parce qu'on avait commencé déjà à prendre les cours lorsque le contrôle est venu. Alors, il était convaincu que j'étais effectivement en 8e année. Il dit, viens, tu prends place. C'est comme ça que je vais être accepté à Nongwa, où j'ai donc poursuivi mon éducation jusqu'au brevet. Mais pendant ce temps-là, quand je commençais la 8e année, jusqu'à la fin de la 9e année, j'étais logé à 9 km de l'école. Donc, je devais marcher 9 km le matin, 9 km le soir. Hein, si vous voyez qu'aujourd'hui, je suis assez capable de me lever, marcher de Matoto pour la ville, c'est parce que je l'ai appris. Oui. J'ai commencé en 8e année à marcher 18 km par jour pour aller à l'école. Alors j'ai eu mon brevet, j'ai fait le premier bac et le second bac en 81. Et c'est là que j'ai obtenu mon baccalauréat. C'était le baccalauréat qui a été repris d'ailleurs sur l'étendue du territoire national et on m'a orienté vers l'enseignement. Voilà, donc vous me dites comment j'ai commencé mon éducation, c'est un peu cela. D'accord. Voilà. Quand on parle bien sûr, on va un peu revenir en arrière. Et quel a été votre souvenir, meilleur souvenir d'enfance? Mais disons, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est lorsque j'étais au primaire, j'avais un oncle qui était ancien combattant. Il parlait un français propre à lui. Et il était considéré l'intellectuel du village. Alors, j'allais à l'école avec mon cousin, son fils, qui était de loin plus âgé que moi. Alors, il nous faisait faire des lectures tous les soirs. Avant de manger, il fallait lire. Si tu ne lis pas couramment, tu mangeras, mais tu mangeras le reste. Après que les autres aient fini de manger. Oui. Alors,
très tôt, j'ai compris que l'oncle ne savait pas lire. Ce que mon cousin ne savait pas. Vous savez, lorsque vous lisez un texte, vous allez tituber sur les mots que vous ne connaissez pas. Les mots dont vous ne connaissez pas le sens, le plus souvent, vous avez tendance à hésiter. Et on dit que le bégaiement, c'est la peur qui est à l'origine du bégaiement. Lorsque vous êtes devant un ami à vous, eh bien, vous vous exprimez de façon assez fluide. Mais lorsque vous êtes devant quelqu'un de supérieur, les mots souvent viennent difficilement. C'est la même chose lorsque vous arrivez à un mot dans votre lecture que vous ne connaissez pas. Vous allez donc bégayer. Alors, ce que l'oncle n'aimait pas. Alors, la première fois, j'ai mis mon cahier devant lui. J'étais sûr qu'il regardait, comme moi, ce que je lisais. Alors, à chaque fois, quand je suis arrivé à un premier mot qui était difficile, je ne me suis pas cassé la tête, je n'ai pas titubé, je l'ai sauté simplement. Et j'ai continué à lire. Alors, il n'a rien dit. Donc, pour moi, je venais de faire une découverte. Alors, pendant tout l'exercice, je n'ai jamais été battu par mon oncle parce que je savais qu'à chaque fois que j'arrivais à un mot que je ne pouvais pas très bien prononcer ou que je ne connaissais pas le sens, mon choix, sauter simplement et continuer à lire. Alors, mon cousin, lui, à chaque fois qu'il arrivait à un mot qu'il ne connaissait pas, il commençait à bégayer et cela faisait monter la colère de mon oncle. Parce que premièrement, j'étais plus jeune que mon cousin. Oui. Deuxièmement, parce que mon cousin, c'était son propre fils. Et donc, tout cela expliquait sa colère. Il battait toujours mon cousin. Un jour, puisque moi aussi, j'étais toujours battu par mes cousins qui était plus âgé que moi sur le chemin de l'école, je vais dire à mon cousin que j'avais un secret que je pouvais lui livrer s'il jurait de ne plus me frapper. Il me dit, ah ouais? J'ai dit oui. J'ai dit parce que si l'oncle te frappe, parce que tu montres que tu ne sais pas lire, je peux te donner un secret qui va faire que tu vas lire comme moi et tu ne seras plus jamais battu. Donc lui aussi, il a juré que si je lui montre le secret et que cela fasse qu'il ne soit plus battu par son papa, qu'il allait me garantir que non seulement lui ne me battrait plus, mais il ferait tout pour que personne d'autre ne porte la main sur moi. Donc, je venais d'avoir, si vous voulez, une assurance. Oui. Alors, je lui ai vendu la mèche. Et depuis lors, il n'a plus jamais été battu. Ça, c'est quelque chose. Chaque fois que je rencontre mon cousin, qui n'a pas poursuivi les études malheureusement, et il me dit, lui, il a toujours été plus malin que moi depuis quand nous étions petits. Voilà, ça, c'est un souvenir dont je me rappelle de mes études primaires. D'accord. On va poursuivre cet entretien. On va aussi, parce que vous avez déjà commencé votre cursus scolaire, au collège, au lycée, et à l'université. Expliquez-nous un peu. Voilà, je fais le bac d'abord en 81. Le bac a été repris. Lorsque nous l'avions fait, quelques jours après, on s'était rendu compte qu'il y avait la fraude. Donc la fraude, en fait, dans les examens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Sauf qu'avec le président Ahmed Touré, il ne tolérait pas cela. Quand il a su que les sujets avaient été vendus, donc il y avait eu fraude, il a tout de suite demandé au ministre du domaine de l'éducation d'envoyer un communiqué à la radio invitant tous les candidats à revenir pour que le bac soit repris à zéro. Alors, c'est ce bac-là que j'ai décroché. J'étais le deuxième de la région de Guékédou. Mon ami pour des rares fois ce jour m'a battu. Et donc, je devais... En 1981. Voilà. Je devais donc commencer mes études supérieures à l'ENI de Guékédou. J'ai aussi vous expliqué un peu. Ouais. Le PDG s'était rendu compte que le niveau, n'est-ce pas, des élèves commençaient à baisser. Parce que comme vous le savez, on a encore jusqu'à présent ce problème-là, on le traîne jusqu'à aujourd'hui. Oui. Les ENI ou les établissements d'enseignement
professionnels et techniques, pendant longtemps, ont été considérés dans notre pays comme des poubelles de récupération. C'est-à-dire, si vous rentrez au primaire, au CP1, au cours préparatoire première année, si vous pouvez passer d'une classe à une autre, eh bien, c'est la voie royale du primaire au chômage, en passant par le primaire, le secondaire, l'université, et puis vous êtes au chômage. Alors, pour aller à l'ENI, il fallait échouer au bac. Alors, lorsqu'on s'est rendu compte donc que le niveau au primaire commençait à baisser, le président a structuré, en tout cas le système, a souhaité que les meilleurs au baccalauréat soient envoyés à l'ENI. Nous étions une quinzaine de jeunes bacheliers à avoir été envoyés à l'ENI de Guékirou. Alors, nous avons été très peu à pouvoir accepter parce que nous n'avions pas d'autre choix. Parce que il y avait un problème de complexe. L'ENI recevait les non-bacheliers et nous autres, bacheliers, on nous envoie à l'ENI. C'est comme si on nous envoyait à l'ENI pour nous confondre aux non-bacheliers. Oui. Il y a donc tous ceux qui pouvaient avoir l'aide d'un oncle, d'une tante ou d'un papa, d'un grand frère, eux, ils ont quitté. Moi, je suis resté. Et déjà, ce qui a façonné mon être, c'est qu'à Guékédou, où j'ai fait, j'ai commencé mes études supérieures, j'avais une tante, la jeune sœur de mon père. Je vais chez elle, elle n'avait pas de place pour moi. Je vais avoir comme tuteur un soussou. Il s'appelait Mamadou Bangoura, paix à son âme. Pour moi, ce n'était pas innocent. Vous comprenez? Oui. C'est ma propre tante qui n'a pas eu de place pour moi. Et c'est un soussou qui a eu de la place pour moi à Guékédou. J'ai étudié à Guékédou, donc chez moi, c'est grâce à un soussou. Alors, lorsque nous avons été transférés, parce qu'on a regroupé les ENI à un moment donné, donc nous devrions aller au chef-lieu de la région, qui était Farana. Alors, je venais à Farana. Alors, c'est quelqu'un qui venait souvent consulter mon vieux, qui va écrire une lettre, dans laquelle lettre, il y avait du mensonge. Mais c'était vraiment un mensonge de très bonne qualité. C'est mon papa qui l'avait logé et qui souhaitait que son frère me prenne en charge à Farana. Et le monsieur qui a écrit ça n'avait jamais vu mon père. Okay. Mon père était déjà mort. Au moment où il écrivait cette lettre, au moment où il venait à Guékédou. Alors, mais c'est cette lettre qui va donc m'ouvrir des portes à Farana. J'arrive à Farana, nous étions logés dans une sorte de caravansérail, c'est-à-dire qu'il y avait des biens saisis de l'église. Oui. On en a fait des chambres de passage. C'était géré par un protégé d'Amara Touré, le grand frère du président à l'époque. Alors, c'est là que nous allons faire la première nuit à Farana. Et puis, le lendemain, moi, j'ai cherché la personne à qui la lettre était adressée. Et c'est là-bas que je vais découvrir que, dans la lettre, le message essentiel, c'était que le grand frère du monsieur me prenne en charge parce que c'est mon père qui l'avait pris en charge à Guékédou. Voilà, je suis reçu par la famille Condé. Okay. Mon tuteur, il est encore vivant, Dieu merci. Il s'appelle Koulakou Condé. C'est le grand frère du gouverneur actuel de Farana, le général Boundouka Condé. Alors, c'est là que je vais donc faire les 6 premiers mois. Mais mon tuteur était un enseignant. Il a été affecté. Il fallait qu'il se déplace. Alors, je suis de ceux qui croient que à chaque fois que Dieu a fermé une porte, il ouvre une autre. Oui. Mais souvent, on a le focus sur la porte que Dieu ferme. On ne voit pas à côté la porte qui est en train de s'ouvrir. Parce que le temps que j'ai fait chez mon tuteur, mon papa, Koulako Kondé, il y avait 2 jeunes gens qui venaient faire des révisions. Et à chaque fois qu'ils avaient des difficultés, on me faisait appel. Alors, j'expliquais, surtout les sciences exactes, dans mes propres mots. Et cela a fait un impact, paraît-il. Alors, ces 2 jeunes-là,
c'était 2 jeunes Bari, une fille et un garçon. Leur papa a constaté que leur note qui était à peine 5 sur 20 en maths, physique, chimie, se retrouvait autour de 16, 17, 18. Alors, pour le vieux, quel était le secret? Le secret, on lui a dit, il y avait un jeune forestier qui aidait de temps en temps dans les révisions. Alors, c'est en ce moment que le vieux va m'inviter au moment où mon tuteur devait quitter Farana. Et au moment où mon tuteur avait l'inquiétude sur qui me laisser à Farana. Oui. Alors, je me retrouve devant Bari Alpha Bakar, et celui-là me remercie d'abord pour ce que j'avais fait, et il me propose un montant qui aurait pu me permettre de vivre décemment à Farana. Oui. Mais ce n'est pas l'argent dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui ressemblait à un père, oui, qui pouvait me dire, tu ne sors pas aujourd'hui, je ne sors pas. Alors, j'ai refusé l'argent. Je lui ai dit que j'avais un problème de tuteur. À peine j'ai fini de le dire, il m'a dit, je suis ton tuteur. Oui. Voyez-vous que je quitte, je suis né dans une famille kichenne. Je suis pris en charge à Guékedou par une famille Soussou. À Farana, mon premier tuteur, il est Malinké. Et le deuxième tuteur, il est Peul. Oui. Voilà toute la Guinée, donc, qui vient au secours durant mon enfance pour me permettre de terminer les études. Ça façonne beaucoup mon regard sur la Guinée aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel, hein, Monsieur le Président. Ouais. Maintenant, parlez-nous un peu, donc, votre premier boulot, c'était quoi? Mon premier boulot, en fait, quand je finissais à l'école normale supérieure de Mania, j'étais le major, et donc on a décidé de me maintenir à l'école normale supérieure de Mania. Est-ce que je peux considérer cela comme mon premier boulot? Parce que je ne pouvais pas considérer ça comme mon premier boulot parce que je n'étais pas payé. On m'avait homologué, on m'a dit... en qualité d'enseignant. Voilà, je commençais donc à dispenser les cours, mais je n'avais pas de salaire parce que la régularisation de ma situation administrative n'était pas encore faite. Alors, ce que je peux donc considérer comme mon premier boulot, ouais, c'est lorsqu'un matin, je n'avais rien, hein, je dormais à Ratoma. Et donc, ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 87. Okay. Je devais dormir donc à Ratoma, chercher un Magbana le matin, hein, à la Cabon, là, hein, oui, oui. Pour rejoindre l'autoroute Fidel Castro, où la voiture, le bus qui venait ramasser les enseignants de manière de passer. Donc on ne partait pas dans les quartiers chercher les enseignants. Chacun devait être au bord de la route principale. On venait nous ramasser là. Donc le matin, je devais aller jusqu'à l'autoroute Fidel Castro, où trouver l'argent. Alors ça me faisait un peu de difficultés et j'avais un peu honte de toujours revenir à mon tuteur, mon grand frère Faya Vincent Leno, qui est encore là, oui, aujourd'hui. Alors j'ai appris qu'il y avait le coulage du premier niveau d'un bâtiment à étage qu'on construisait. Hein, l'entrepreneur, c'était un certain Bari. Alors, je suis allé. Hein, je me suis mis dans le béton comme tout le monde. Hein, on a travaillé le matin jusqu'à midi. Hein, mélanger le béton, faire monter en chantant, etc. Et on vous paye par jour? Oui, on nous payait par jour. Et on me payait, c'était 3000 francs hein, à l'époque. 3000 francs. Et donc, et il découvre tout de suite que j'étais un manœuvre différent. Oui. Parce que quand je parlais, c'était assez bien articulé. Alors, il s'est rendu compte que je devais avoir fait l'université. Alors, il me tire un aparté et me demande comment t'appelles-tu? Je dis, moi, je m'appelle Faya Lansana Mirimono. Et il dit, est-ce que tu n'as pas fait l'université? J'ai dit, pourquoi la question? Il dit, parce que ceux qui sont là, c'est des gens qui n'ont pas fini même l'école primaire. Oui. J'ai dit, oui, bon, j'ai fini l'université, mais on m'a donné un papier, je ne sais même pas où je l'ai déposé. Aujourd'hui, je veux travailler, avoir au moins les 3000 cili que vous payez aux manœuvres ici. Alors, il me dit, d'accord, si tu es universitaire, je vais
te donner une promotion. Donc, je travaille donc du matin à midi, je change de je change de poste. Oui. Je deviens superviseur du chantier. Et donc, mon travail maintenant, c'était contrôler l'heure à laquelle venaient les autres. Oui. Je fais le rapport le soir. Et moi, mon salaire est parti du simple au double. J'ai commencé à avoir 6 000 francs. Les autres avaient 3 000 francs. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, pendant plus d'une année, j'ai travaillé tous les week-ends avec cet entrepreneur et dans plusieurs chantiers de Conakry. Tenez-vous bien, jusqu'au moment où on a régularisé ma situation administrative, donc je devais avoir un fameux salaire de l'enseignement supérieur. Mon salaire, vous savez, c'était combien? Oui. 37 000 francs guinéens par mois. 37 000 francs guinéens par mois. En qualité d'enseignant à l'université. Justement. Et donc, imaginez que j'avais mes 6 000 francs par jour de superviseur. Et donc, les 2 jours du week-end, samedi et dimanche, ça me donnait 12 000. Et donc, 4 semaines, j'étais plus payé là-bas que ce qu'on me donnait à la C'est pourquoi je suis resté là pendant plus d'une année. Oui. C'est quand j'ai commencé à voyager très souvent à l'intérieur pour animer les séminaires en Zéro-Corée, à Cancan, à Labé, à Kindia, etc., que je ne pouvais plus maintenir ce poste-là. Et donc, c'est comme ça que je vais commencer ma carrière à l'École normale supérieure de Mania, devenu après l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Et c'est en 1993 que je fus sélectionné avec l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Dr Banobari. Nous avons été les 2 récipiendaires des bourses d'excellence de la francophonie en 1993. C'est ce qui m'a amené au Canada, où j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat. Et donc, après mes études au Canada, je vais avoir un poste de consultant à la Banque mondiale à Washington. Alors donc, je fais le détour à Washington, où j'ai passé pratiquement 10 ans avant de revenir ici, en Guinée, en 2010. Voilà, donc c'est excellent. On va parler, aujourd'hui vous êtes un homme politique. Pourquoi vous avez choisi de faire la politique? Bon, en fait, je ne me définis pas comme homme politique. C'est vrai que je m'essaie en politique, mais aussi c'est parce que autour de moi, et quand je grandissais, il y a eu beaucoup de situations d'injustice que j'ai vécues. Beaucoup de situations d'injustice. Je vais vous raconter une histoire. Pour mon homologation à l'École normale supérieure de Mania, quoique j'étais le major, je n'étais pas proposé à être homologué. Qui a fait que je sois homologué? C'est le ministre Saliou Koumbassa à l'époque, qui va exiger de la direction de Mania qu'on lui donne tous les bulletins de tous les étudiants qui sont sortis la même année, depuis leur entrée à Mania jusqu'à leur sortie, pour s'assurer que c'était les meilleurs qu'on maintenait à Mania. Alors, on a découvert que Foya Lansana Milimono, quoique majeur durant tout mon cursus à Mania, je n'étais pas sur la fameuse liste. Et quand on a demandé à la direction de Mania, on a dit oh non, c'est parce qu'il est trop jeune. Alors c'est ce qui a énervé Saliou Koumbassa, et il a dit, dites aux jeunes de commencer à dispenser les cours à Mania. Je commence à dispenser les cours à Mania. J'ai eu beaucoup de situations d'injustice. Une fois, les gens ont parlé ici que je continuais à prendre le salaire pendant que j'étais aux États-Unis. J'étais en congé de perfectionnement à Montréal, ce qui me donnait le droit d'avoir mon salaire indiciaire, parce que il y a ma vieille maman qui était là à l'époque, au moins elle pouvait s'en servir. Mais parce que j'étais allé, ce qui m'était permis par le programme de bourse, parce que j'étais allé, que je ne reviendrai plus en Guinée. Et arbitrairement, on prend la décision d'arrêter mon salaire. Hein? Il y a eu beaucoup de situations d'injustice que j'ai vécues. La seule manière de ne pas être victime d'injustice, c'est d'être un acteur politique, se battre pour ses droits, se battre, n'est-ce pas, pour ses libertés.
Et donc, je vais commencer à militer activement en 92 déjà. Il y a beaucoup donc d'acteurs politiques aujourd'hui, ce sont mes petits frères. Même s'ils s'appellent Monomo Lansana Kouyaté, même s'ils s'appellent le Premier ministre Sidia Touré, même s'ils s'appellent le Premier ministre Cellou Dalein Diallo, c'est tous, sur le plan politique, des jeunes frères à moi. Parce que en 91-92, quand naissaient les partis politiques, j'étais déjà premier responsable de la jeunesse d'un parti politique. Il s'agit de quel parti politique? Ça s'appelait le Parti guinéen de progrès, le Parti guinéen de progrès, PGP, dont le leader était Maître Ablaye Portos Diallo. Et dans mon bureau, tenez-vous bien, l'actuel ministre de la télécommunication, l'économie numérique, était mon adjoint. Donc, on a commencé depuis donc au début des années 90, mais je vais me maintenir loin de la politique quand je suis allé à Montréal et jusqu'à la fin de mes études. Je vais me reconnecter avec la politique, c'était en 2007, à partir de Washington, quand je vais faire la découverte de l'ingénieur en énergie, Abessila. Et donc, nous allons fonder la NGR. Et quelques mois plus tard, je suis désigné en 2010, n'est-ce pas, directeur de campagne du candidat Abessila à la présidentielle. Alors, c'est comme ça que je reviens à la politique. Et depuis, on me connaît beaucoup plus comme homme politique que comme enseignant, mais je dois préciser que j'aime enseigner plus qu'à faire la politique. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de gens aussi qui estiment que des politiciens d'ailleurs sont des menteurs. Que répondez-vous? C'est un peu l'aspect de la politique qui ne me rend pas fier. C'est pas que les gens disent, même les hommes politiques eux-mêmes ont contribué à donner cette fausse définition de la politique. On se rappelle de notre doyen, le professeur Alpha Condé, qui disait que plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Vous comprenez? Donc, et c'est ce qui fait que les Guinéens, en général, sont très méfiants à l'égard des hommes politiques. Parce que nous sommes un pays qui est éminemment religieux. Les Guinéens, soit ils sont chrétiens, ils sont musulmans, mais en tout cas, c'est des croyants. Alors, quand vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, parmi les commandements de Dieu, on vous dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu vas te sentir confortable aux côtés de quelqu'un qui se dit lui-même menteur? Alors, ça, c'est quelque chose dont je ne suis pas fier, et j'ai souvent dénoncé cela devant caméra et devant choses. Parce que la politique, je ne crois pas que ce soit un mensonge. C'est cette noble activité, n'est-ce pas, qui permet de faire fonctionner la cité. Qui permet de faire fonctionner la cité. Et donc, c'est là que s'expriment les rêves les plus fous. Si un jour, l'homme a marché sur la Lune, il a fallu un politique qui a rêvé que l'homme peut marcher sur la Lune. Et cela a été possible. Aujourd'hui, nous sommes en train d'explorer des planètes, Mars, etc., etc. C'est les rêves exprimés par des politiques. Ceci pour dire donc que la politique, ce n'est pas du mensonge. Sauf que beaucoup de politiques guinéens réduisent la politique à un mensonge parce qu'ils pensent que c'est en mentant au peuple de Guinée qu'ils peuvent y arriver. Et c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes réellement intéressés à donc la politique, pour dire on peut faire la politique autrement dans ce pays, sans mentir, sans être etc., etc. Comme vous le savez, je suis un des rares hommes politiques guinéens qui a refusé plusieurs fois des postes. Vous comprenez? Parce que je veux démontrer aux Guinéens que mon arrivée en politique, c'est pour changer, n'est-ce pas, ce pays-là pour le mieux.
Et pour le changer pour le mieux, ce n'est pas en courant derrière l'argent, ce n'est pas en courant derrière les postes. On sait comment les gens s'enrichissent en Guinée. J'aurais pu accepter depuis longtemps de prendre un poste de ministre ou de ceci ou de cela, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'y crois, et je crois que si les politiques ont fait les États-Unis, ce que les États-Unis sont, si les politiques ont fait de la Chine, ce que la Chine est, si la politique a fait de l'Angleterre, ce que l'Angleterre est, eh bien, je pense que la Guinée peut mériter mieux à travers des hommes politiques qui décident de faire la politique autrement. D'accord. Qui est votre référence en politique? L'une de mes références en politique, j'ai deux personnes, des grandes personnalités qui... vous trouverez une certaine contradiction. Parce que l'un des politiques sur le continent africain qui m'a beaucoup inspiré, qui est de notre temps, parce qu'il a été président de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, c'est Gbagbo, Laurent Gbagbo. Il est socialiste, moi je suis libéral, mais j'aime beaucoup le franc-parler de Gbagbo. J'aime beaucoup le courage de Gbagbo. Parce que Gbagbo est arrivé à la politique en Côte d'Ivoire au moment où personne ne rêvait. Tenter d'être appelé politicien, surtout face au père de la nation ivoirienne que fut Houphouët-Boigny. Alors, il n'y a pas ce qui n'a pas été proposé à Gbagbo. Il est resté lui-même. Il a dirigé, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. À un moment donné, avec l'intervention des puissances étrangères, on est allé le cueillir au palais, et puis on l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Il est allé à La Haye, et puis il s'en est sorti. Aujourd'hui encore, il est un homme libre. C'est une de mes références. Une autre référence, celle-là, celle-là, elle est américaine. Il est arrivé président à la Maison Blanche quand il était maintenant vieux. C'était un acteur du cinéma, Reagan. J'ai beaucoup aimé le pragmatisme politique. C'était un républicain, donc un libéral, et donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Beaucoup inspiré. J'ai lu et relu toutes les politiques de Reagan, le temps que j'ai fait aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé son humour. J'ai suivi dans mes recherches son débat contre le candidat démocrate Dukakis, qui était jeune, dans la quarantaine, et qui avait voulu faire de l'âge de Reagan. Monsieur Dukakis, je vous promets que je ne vais pas utiliser mon âge contre vous. Tout le monde a ri et jusqu'à la fin du débat, personne n'a pu parler d'âge. Ah oui. Alors voilà deux personnalités de deux continents différents qui m'ont beaucoup inspiré et qui continuent à m'inspirer. D'accord. On va continuer. Et quelles ont été les plus grandes difficultés dans votre vie politique à nos jours? Bon, l'une des plus grandes difficultés que j'ai eues, c'est lorsqu'on m'a refusé le droit de créer un parti politique. C'est d'ailleurs grâce à vous, les journalistes, que le Bloc libéral est devenu un parti légal dans notre pays. Lorsque j'ai démissionné donc de la NGR, c'était en 2012, j'ai fait le voyage aux États-Unis, je me suis arrêté en Europe, je suis allé en Angola, etc., etc. Beaucoup de compatriotes que j'ai été rencontrés m'ont conseillé de créer un parti politique. Alors, à mon arrivée à Conakry, je vais mettre en place une commission de réflexion qui arrive à la même conclusion. Maintenant, la question qui était posée était celle de savoir est-ce que ce parti qui va se créer, je devais porter mon nom parmi les dirigeants de ce parti. Parce que, compte tenu du fait que j'étais très très critique à l'égard de la gouvernance du professeur Alpha Condé, alors les gens avaient peur qu'on me refuse l'agrément, mais les gens avaient vu juste. Parce que lorsqu'on a soumis le dossier, c'était en septembre 2012,
Dès que le dépôt a été fait au ministère de l'administration du territoire, les gens en ont parlé en conseil de ministres. À l'époque, j'avais un frère qui était membre du gouvernement, en la personne de Jean-Marc Teliano. C'est d'ailleurs à travers ça que Jean-Marc Teliano s'est rendu compte que je faisais partie d'une équipe qui venait de créer une nouvelle formation politique qui s'appelait Bloc libéral. Okay. Ce jour-là, au cours de les indiscrétions qu'on m'a fait savoir, que lorsque Alpha Condé a appris que nous avons créé un parti politique qui s'appelait le Bloc libéral, il dit non, ce n'est même pas le nom d'un parti politique. Alors quand on m'a dit ça, j'ai dit dites à monsieur le professeur de lire un peu l'histoire politique de notre pays parce qu'il y a eu plusieurs blocs. Hein. Le BAG était un bloc. Oui. Alors donc, vous avez été témoin, il a fallu que nous fassions des sittings, il a fallu que nous portions plainte devant la Cour suprême, etc., etc., pour avoir finalement cet agrément-là. Donc, ce fut l'une des plus grandes difficultés que je vais faire face, mais tout s'est bien, qui finissait très bien. La deuxième difficulté, c'est trouver l'argent nécessaire pour être candidat pour la première fois. C'était en 2015. Et d'ailleurs, beaucoup de chroniqueurs parmi vos confrères jusqu'à présent ne savent pas comment j'ai eu l'argent pour être candidat en 2015. On a accusé Abessila, c'était pas vrai. On a accusé Cellou Dalein, on a accusé l'actuel président, celui qui vient d'être élu président au Libéria. Okay. C'était pas non plus vrai, etc., etc. Donc c'était une difficulté, mais il fallait relever ce défi-là. Et depuis, je crois que, contrairement à ce que nos aînés qui ont eu le pouvoir en Guinée ont fait croire aux Guinéens, être en politique, c'est pas aller chercher l'argent. Aujourd'hui, quand vous allez vers un Guinéen, vous lui dites je suis politicien, la première chose qu'il va vous demander, est-ce que vous avez l'argent? Vous comprenez? Rarement on va vous demander quelle est votre vision pour la Guinée. Si vous êtes élu, si je vous donne ma confiance, qu'est-ce que vous allez faire qui va m'impacter, qui va impacter mes enfants, qui va impacter mon mari ou ma femme? C'est des questions que les Guinéens devaient poser aux politiques. Mais ceux qui ont dirigé la Guinée, qui n'avaient pas de grande vision, ont réduit la Guinée, la politique à un petit commerce, à une petite corruption des esprits. Il faut donner de l'argent et puis on va avoir le vote. Et donc, aujourd'hui encore, le Bloc libéral continue à tendre la main à ses militants, à ses sympathisants, pour préparer les élections prochaines. Ce sont les deux plus grandes difficultés que j'ai déjà rencontrées en politique. Et quels sont les succès aussi dans votre vie? Les succès en politique, j'ai dirigé mon parti vers deux élections. Hein, deux élections. Les premières, c'était en 2015. Et le jour que nous avons déposé ma demande de candidature, j'ai écouté tous les chroniqueurs. Hein, tous les chroniqueurs ont dit, non, lui, il s'est donné la petite chance d'être 7e sur 8. Ouais. Alors, mais vous savez, le BL, c'est un parti qui surprend. C'est un parti où tous les militants, quand on organise une rencontre ici au siège, il y a des jeunes gens qui marchent à pied. On n'a même pas envoyé beaucoup de délégués dans les bureaux de vote, etc., etc. Mais nous avons quand même créé la surprise en 2015. Parce qu'on a été la révélation des élections présidentielles de 2015. Quand j'ai battu des anciens ministres, j'ai battu même mon homo à l'époque, ancien premier ministre, Lansana Kouyaté, etc., etc. Et donc j'ai pointé 4e après les 3 grands frères, Ntara qui est Sidia, Koto qui est Selou et puis Koro qui est Alpha. C'est les 3 seulement qui m'ont dépassé en 2015 et donc j'ai été le chef de peloton des autres. Alors ça a été un grand succès et je continue encore jusqu'à présent à remercier les Guinéens et de renouveler cela. On a été aux élections locales en 2018. Je vais vous dire,
un secret. On a fait les cotisations pour avoir l'argent nécessaire pour les cautions. On n'avait pas suffisamment d'argent. C'est un ami, qui est un homme d'affaires, qui va me prêter, qui va me prêter 70 millions. Après les élections, parce que je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, pour ces élections-là, je suis certain partout où le BL va présenter un candidat, on peut récupérer la caution. Oui. Il me dit, ah, comment tu peux être si sûr? J'ai dit, vous vous rappelez de 2015? Il m'a dit oui. Alors, il m'a fait donc confiance en donnant au Bloc libéral 75 millions. Les 75 millions nous ont permis de présenter des candidats dans une cinquantaine de communes. Hein? Et je peux vous dire que 90% de cet argent a été recouvert. Oui. 80. Je suis certain que si l'argent nous avait permis en 2018 d'avoir des candidats un peu partout sur l'étendue du territoire national, il n'y a pas un endroit en Guinée où on aurait présenté, n'est-ce pas, des candidats et ne pas pouvoir récupérer en ayant au moins un élu ou en ayant au moins 5%. Ce qui vous fait, ce qui vous donne un peu une indication de l'ancrage du parti sur l'étendue du territoire national. Ce sont vraiment deux succès dont tous les militants, tous les sympathisants du Bloc libéral sont très fiers. Mais cette fois-ci, c'est la grande surprise que nous sommes en train de préparer parce que, à l'issue de cette période transitoire, eh ben, nous voulons être à Sékou Touré. Voilà. Donc, c'est une annonce, une alerte donc au peuple de Guinée. Maintenant, Monsieur le Président, quel conseil avez-vous donné, prodigué aux jeunes générations qui veulent aussi se lancer dans la politique? Pour se lancer en politique, il ne faut pas simplement avoir un agrément, parce qu'aujourd'hui, il y a même un marché aux puces. pour les agréments en Guinée, ça, et il y en a qui vendent leurs agréments. Oui. Pour être un politique, on a beaucoup de politiciens en Guinée, très peu d'hommes d'État. Comprenez? Oui. Pour vraiment faire la politique positive pour son pays, il faut avoir un minimum de connaissances. Pas un minimum d'argent, mais avoir un minimum de connaissances. Comprendre les problèmes dont souffre notre peuple. Oui. Vous comprenez? Oui. Et construire des programmes, n'est-ce pas, qui sont synonymes de solutions à ces problèmes. On ne vient pas en politique simplement parce que, bon, on sait articuler un peu les phrases avec un peu de faute. Pour être vraiment un politique, il faut savoir de quoi l'on parle. Oui. La Guinée, c'est je dirais, la Guinée a tout pour devenir un paradis. Alors, mais pourquoi nous sommes en arrière depuis? Hein? Quel est le choix de priorité qu'on peut appliquer à la Guinée aujourd'hui pour ouvrir les opportunités aux jeunes? Il faut connaître ça. Si vous ne connaissez pas, ne vous aventurez pas en politique. Créez-vous un restaurant. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais ça dit que quand on écoute certains politiques dans notre pays, on voit vraiment la politique au rabais. Et ce que je peux conseiller à vous, nos amis des médias, c'est d'élever le niveau du débat politique dans notre pays. Oui. Parce que le plus souvent, regardez un peu ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. La communication politique est synonyme d'injure publique aujourd'hui. C'est contraire à nos coutumes, c'est contraire à nos mœurs. Au village où je suis né, un parent ne va pas insulter même son enfant devant un étranger, quelle que soit la faute commise. Parce que l'injure, elle est destinée à celui qui l'entend. Oui. C'est pourquoi, lorsque une personne étrangère est là, quel que soit le degré d'énervement de papa ou de maman, il ne va pas insulter son enfant. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a tout un corps d'insulteurs publics. Tout un corps d'insulteurs publics qui passe le temps à décrire le nez de tel, la bouche de tel. Non, c'est pas ça. C'est un débat d'idées.
C'est un débat d'idées. Et donc, si on ne veut pas vraiment continuer à vivre la politique au rabais avec beaucoup de ceux qu'on appelle, entre guillemets, communicants, en fait, rien de moins que des insulteurs publics, il faut exiger que les hommes politiques aient quand même un minimum de ce dont on parle, un minimum de compréhension des vrais enjeux, des vrais problèmes, pour que quand ils ouvrent la bouche, on apprend quelque chose. Sinon, on va vous dire, ah non, tel n'est pas beau. C'est pas de ça qu'on parle en politique. C'est pas de cela. Ce n'est pas la forme du nez de son adversaire qu'on veut avoir la description. C'est quelle est votre vision de la Guinée par rapport à la vision de la Guinée de votre adversaire. C'est ce que je peux donner comme conseil à beaucoup de jeunes. Et j'invite des jeunes qui en ont la capacité. C'est-à-dire de la même manière que je rêve que l'éducation dans notre pays attire les meilleurs cerveaux, je rêve que les meilleurs cerveaux soient attirés par la politique dans notre pays. On va avoir des débats de grand niveau et on va apprendre à chaque fois qu'un homme politique va ouvrir la bouche. C'est donc la fin de cet entretien, Monsieur le Président. Et quel message avez-vous lancé à l'endroit de vos militants qui vous suivent partout? À mes militants dont je suis toujours très fier, je vous dis, nous sommes en train de construire des stratégies. Nous sommes en train de construire des idées pour le peuple de Guinée. Et nous sommes en train de tester ces stratégies dans la sous-région. J'étais dernièrement à Morovia. Je n'en parlerai pas assez parce que la stratégie, elle ne se décrit pas devant une caméra. Mais je peux vous dire, chers militants et sympathisants du Bloc libéral, que nous sommes en train de toucher du doigt ce qu'il faut pour être sectoriel, ce qu'il faut pour contrôler la majorité du Parlement. Et donc, travaillons aujourd'hui, nous sommes en train de faire des levées de fonds. On a demandé à chaque militant de Conakry à l'intérieur du pays, ceux qui sont à l'extérieur, c'est juste 10 000 francs guinéens par mois. Ce qui fait... Les militants. Oui, tous les militants. La contribution. La contribution, c'est 10 000 francs guinéens par mois. Ça, c'est la contribution au fonds électoral. Okay. Aujourd'hui, chaque jour, nous voyons l'argent qui rentre. L'argent qui rentre. Donc, nous sommes un parti, contrairement aux autres qui préparent des enveloppes pour acheter la conscience, nous voyons les Guinéens qui apportent quelque chose pour que nous puissions arriver à sectoriel. Continuons cela. De très bons jours sont devant nous. Parce que pour donner la solution aux différents problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés, il faut passer par là. Avoir, n'est-ce pas, les contributions de chacun. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intervention de Monsieur le Président du Bloc libéral, Lansana Faya Milimono. Merci pour votre fidélité à l'endroit de nos émissions, toutes nos émissions, les programmes.